Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme un lundi sur deux dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac. Alors nous sommes ensemble en direct pendant 1 heure. Écrire sa vie, révéler ses blessures, un mal qui nous ronge, une maladie, la dépression, un lourd secret qu'on aimerait enfouir et voir disparaître, mettre au grand jour ce qu'on a essayé de cacher. Écrire, en faire un livre, une poésie, une ode à sa vie, je dirais même. Voici la thématique d'aujourd'hui. Alors pour aborder cette thématique, avec moi 2 auteurs, Dounia Miralles, bonjour. Bonjour Anne-Pia. Et Pauline Vol, bonjour aussi. Bonjour Anne. Alors je suis vraiment très contente de vous accueillir. J'ai lu vos livres, j'ai beaucoup aimé, j'ai été absorbée et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je suis vraiment contente parce que vous avez aussi 2 parcours de vie très différents et je suis déjà convaincue que l'émission sera très riche par vos points de vue aussi différents. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser cette question à toutes les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on va écrire un livre, en fait, sur soi, sur des choses qui sont sur nos fragilités, sur une certaine vulnérabilité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on décide? Ou alors c'est quelque chose qui, finalement, va de soi et va se faire comme ça? Alors, me concernant... Dounia. me concernant, j'ai commencé à écrire des petits extraits des petites choses à un moment de ma vie où ça allait vraiment très mal. Et d'habitude, j'écris plutôt des romans ou des nouvelles, c'est-à-dire d'autres choses, mais tous les jours, je gribouille, je griffonne des pensées ou des aphorismes. Et là, j'ai commencé à écrire ces petites choses et au fur et à mesure que je les écrivais, je me suis dit, mais en fait, ça, il faut que ça se sache. Il faut qu'on sache les difficultés qu'on peut avoir avec soi-même, avec un psychiatre. Souvent, quand on parle de problèmes de personnalité ou de psychiatrie, souvent il y a le regard du professionnel, il y a le regard de la famille. Parfois, il y a des personnes qui en parlent, mais il n'y a jamais vraiment le ressenti. Il n'y a pas vraiment le fait de dire je prends le lecteur et je l'emmène dans ma tête pour qu'il sache ce qui se passe. Et à un moment donné, quand je me suis aperçue de ce que j'écrivais, je me suis dit il faut que je tente de le publier. Et puis voilà, les éditeurs ont été d'accord de le faire. Donc voici le baiser d'Anne-Pia. Pauline. Alors moi, mon parcours, il est un petit peu différent. Ça a d'abord été très libérateur pour moi personnellement, parce que dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup. Donc c'était un moyen de m'échapper de la réalité. Et en fait, j'ai tout gardé pour moi, jusqu'à ce que je parte aux États-Unis et que je rencontre 2 de mes colocs, à qui je leur ai partagé ces écrits. Et leur retour, en fait, m'a subjuguée, dans le sens où, pour certaines, il y en a qui ont pleuré, de libération et de joie. Et ça m'a poussée en fait à m'auto-éditer. Moi, je me suis auto-éditée et à partager mon histoire, mes ressentis. Et les retours sont assez bluffants. Alors, on va lancer l'émission avec une musique choisie par Dounia Miralles, La Nuit je mens, et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Pas de neige, pas de glace, un souterrain, une rampe mouillée, graisseuse, ma botte glisse, mon sac derrière ma tête s'éjecte, mon iPhone de ma poche s'échappe, sur le dos de tout mon long je m'étends, chute amortie par l'épais manteau, par la rude laine du bonnet, un homme, une femme vers moi se précipitent. Je refuse leur aide, mal m'en a pris. En grossissant, j'ai perdu mon centre de gravité. Les médicaments ont ramolli mes muscles, mes nerfs. J'ai perdu la force de mouvoir mon propre corps. Je m'agite comme une tortue, parviens à me retourner. Je me mets à 4 pattes. Je n'arrive pas à me relever. De partout, des gens passent en cette heure de pointe, à une date proche des festivités de fin d'année. Je me sens bête. Une bête de foire, une bête à l'abattoir.
je finis par trouver un stratagème. Dos à la descente, je m'appuie sur les mains plus hautes que mes jambes, me lève péniblement, avec honte, avec peine. Je me sens ridicule, diminuée, vieillie prématurément. Quelle entrée en matière, Dounia, pardon. C'est fort, hein, c'est fort, hein. Oui, et, c'est ce qui est pour moi, c'est un moment particulièrement fort du livre, parce qu'en fait, je suis une personne qui adore mouvoir son corps. J'adore danser. Enfin, j'ai toujours, je pouvais passer des nuits à danser. Et à partir du moment où j'étais détectée dépressive caractérisée, où j'ai été détectée aussi borderline, et qu'on m'a donné certains mélanges de médicaments, tout à coup, c'est comme si j'avais perdu la connexion avec mon corps. Alors, on va vous resituer aussi auprès des auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Alors, Dounia, vous êtes auteur, passionné déjà par l'écriture, déjà. Oui. Peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, je suis suissesse, née de parents espagnols. Je suis née en Suisse. J'ai fait toutes mes classes en Suisse. Je suis aussi allée au cours Florent à Paris pendant 3 ans, où j'ai fait des études théâtrales. J'ai donné des classes de théâtre, j'ai fait de la mise en scène, et puis surtout ma passion. Enfin, depuis toujours, j'écris. Donc, j'ai écrit plusieurs livres qui ont remporté aussi des prix. J'ai vu ça. Qui ont remporté des prix, exactement. Oui. Des coups de cœur également. Oui. Et c'est vrai que moi, j'écris surtout des choses très sociales. Depuis que je suis enfant, je me rappelle, l'une de mes premières rédactions parlait d'un cantonnier. Et je parle toujours de ce genre de sujet. Je parle, on va dire, généralement de ce qu'on dit, on va dire des petites gens, enfin des problèmes des petites gens et de ce qui se passe en nous. J'ai aussi beaucoup parlé du milieu de la drogue, par exemple, toujours en Suisse. Donc vous touchez le sensible. Exactement, oui. Et mais jusqu'à présent, j'avais toujours écrit des fictions, même si, comme je dis, c'est toujours des sujets que je connais. Je ne touche pas vraiment aux sujets que je ne connais pas. Alors, je peux les connaître de diverses manières. Mais là, dans Le baiser d'Anubia, je parle vraiment de moi, de ma personne, de mes ressentis. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de ce baiser d'Anubia, déjà qui est Anubia? Alors peut-être qu'on verra ça dans un deuxième temps, mais finalement, peut-être d'où vient ce livre, ce baiser d'Anubia, par rapport à votre histoire. Oui. C'est-à-dire que depuis très longtemps, enfin pendant très longtemps, j'ai essayé de régler certaines choses qui me semblaient dysfonctionner. Et je suis allée voir plusieurs psychiatres, ça se passait toujours très très mal. Et ensuite, j'ai connu mon ami Orlando dans le livre, et qui lui-même est psychologue, et qui m'a dit, mais il y a quand même des choses, t'as des réactions qui ne sont pas tout à fait habituelles, et qui sont un petit peu gênantes à commencer pour toi. Et moi, je ne voulais absolument pas retourner voir un psychiatre parce que ça s'est toujours mal passé, en fait. Et je suis retournée voir un ex-psychiatre, et au début, ça allait bien. Et après, ça s'est à nouveau mal passé. Et en fait, c'est quand ça a commencé à déraper que j'ai commencé à écrire ce livre. D'accord, donc c'est par rapport à votre parcours, par rapport à cette maladie? Oui, c'est ça. Oui. Qu'on appelle comment? Alors en France, on dira, et en Suisse, en français, on dit un trouble de la personnalité limite. Souvent, l'autre terme, c'est trouble borderline ou borderline. C'est une maladie qui est facile à diagnostiquer ou difficile à... Alors, il semblerait qu'elle est très difficile à diagnostiquer.
parce qu'elle ressemble à d'autres troubles. Ça peut ressembler aussi à la bipolarité, même si c'est un tout petit peu différent. Et puis il y a aussi, ça peut ressembler au TADA, ça peut ressembler à d'autres choses. Qui sont, alors maintenant j'ai pas toute la liste de toutes les maladies auxquelles ça peut ressembler, enfin on dit davantage des troubles que des maladies, mais voilà, c'est assez difficile. Et puis il y a aussi tous ceux qui disent, y compris les psychiatres, qu'en fait c'est un trouble qui n'existe pas. Donc c'est encore quelque chose de relativement, c'est dans la bouche de tout le monde en parle pour dire ah bah tiens toi t'es borderline, enfin ça existe en tant que métaphore, mais tout le monde n'est pas encore d'accord sur ce que c'est réellement en tant que trouble. Et puis c'est quand même pas évident aussi de savoir comment réagir, aussi comme c'est méconnu. Alors est-ce que, enfin je me pose la question, je me dis est-ce que aussi votre volonté d'écrire un livre sur ce sujet, est-ce que c'est aussi une manière de dire à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous, pour que la personne puisse se mettre à sa place? Il y a de ça, et surtout ce que j'ai voulu montrer, c'était la fatigue que ça engendrait, parce que moi j'ai la chance de faire partie des personnes borderline qui arrivent à gérer leurs troubles en société. Seulement quand on doit gérer un trouble en société, c'est épuisant. Il est probable, par exemple, qu'après cette émission, je pense qu'on va encore visiter un petit peu les alentours d'Aix-les-Bains. Et puis ensuite, tout à coup, je vais être totalement fatiguée. Je n'aurai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Et souvent, par exemple, entre deux activités, je suis obligée de prendre une pause, j'ai besoin de silence. Enfin, c'est quelque chose qui est assez fatigant. C'est aussi, par exemple, parfois confondu avec le trouble Asperger, justement, parce qu'on a besoin de beaucoup de pauses, de beaucoup de solitude. C'est par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, ou quand je dis sortir, voir des amis, même si des personnes avec qui je suis en bonne compagnie. Mais le problème, c'est que quand je rentre, mettons que je rentre à 10h le soir, il me faut jusqu'à 3h du matin pour m'en remettre. Pour récupérer. Même si je n'ai rien fait de particulier, même si je n'ai simplement le fait de côtoyer des gens, ça me perturbe beaucoup. Alors, vous avez choisi la musique qu'on a écoutée avant. C'est vrai, je vous ai demandé à l'une et à l'autre, en fait, une musique pour illustrer, en fait, soit ce que vous êtes, soit en lien aussi avec la thématique de l'émission. Donc vous avez choisi La Nuit je mens de Bashung. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de ce choix? Eh bien justement parce que j'ai l'impression d'être toujours en train de mentir. Quand je dis tout le temps être en train de mentir, alors que ce soit bien clair, il y a des moments où je suis parfaitement bien, où je suis parfaitement heureuse. Là, par exemple, ça fait plusieurs jours que je suis à Aix-les-Bains, puis où je me sens parfaitement bien. Mais on est tellement bien à Aix-les-Bains. Mais j'ai réussi quelque chose qui est très exceptionnel, à laisser mes soucis derrière moi. De temps en temps, ils me parasitent un peu. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson ? Parce que je suis quelqu'un qui arrive très bien à être complètement fracassé de l'intérieur et à être souriante, agréable. Par exemple, j'ai plutôt la réputation de quelqu'un de « Oui, t'es tellement génial, t'es tellement souriante, t'es toujours tellement agréable. » Alors qu'en fait, je peux être complètement... Oui, vraiment, il y a des mots que je n'ai pas envie d'utiliser à la radio, mais enfin, dans des états limites où moi je me sens à deux doigts de passer dans un... De basculer, quoi, où je me dis, mais si je fais pas attention, là je vais finir en psychiatrie, ou je vais commettre un geste irréparable. Et écrire, à ce moment-là, vous aide aussi? Au-delà de transmettre des choses, en tout cas à vos lecteurs, dans le fait d'écrire? Écrire,
Bon, le baiser d'Anubia, je l'ai écrit à un moment donné où j'étais tellement mal, parce que si je suis trop mal, je n'arrive plus à écrire du roman ou à écrire des nouvelles, à écrire de la fiction. Donc, dans ces moments-là, j'écris des choses qui me sont très, très personnelles, mais en général, il n'y a vraiment que l'écriture, y compris l'écriture de fiction, qui fait que je suis une personne acceptable. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale avec Go Solo de Tom Rosenthal, choisi par Pauline Vol, et on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. La fille forte que j'ai toujours été a dû accepter de lâcher les armes pour s'autoriser à pleurer, pour apprendre à se confier, pour ne plus avoir peur de tomber et apprendre à mieux se relever. Voilà, c'est un extrait court et percutant aussi. Tout à fait. Et par rapport à cette, ce que vous avez dit finalement, le fait de tomber, apprendre en fait, vous parlez d'apprentissage. C'est ça. Est-ce que Pauline Vol, c'est votre premier livre? Oui. Est-ce que ce livre aussi est le fruit, de l'apprentissage, en tout cas face à vos certaines douleurs que vous avez pu vivre dans votre vie jusqu'à présent? Un apprentissage de soi-même, je dirais, et une confiance à porter pour aller au bout de cette auto-édition et de ce partage sur ma propre histoire, mes propres blessures et une vraie résilience sur ce qu'il en est aujourd'hui. Alors Pauline Vol, vous avez fait des études d'esthétique. C'est ça. Vous avez travaillé aussi, il me semble, au terme. Oui. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai bien retenu, super. Et en fait, ça vous ne suffisait plus? Non. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. L'écrit a toujours fait partie de ma vie, de par mon histoire, qui m'a aidée à m'exprimer. Parce que c'est des choses qui n'étaient pas forcément évoquées au sein de ma famille. Et puis, il y a des rencontres, à un moment donné, des étapes de nos vies qui font qu'on a envie et besoin de les partager pour s'autoriser à avancer. Alors, on a vu, comme pour Dounia, son livre Le baiser d'Anubia correspondait aussi à un livre sur finalement sa dépression, où elle va parler de la dépression. Je vais pas dire ça, je vais dire la dépression. Vous concernant, Pauline Vol, quel est ce chemin ou peut-être cette blessure qui a été révélée par le livre? Alors du coup, le témoignage et le partage de Dounia m'a beaucoup parlé. Moi, c'est à la suite d'un événement dans ma petite vie, parce que je suis plus jeune, à la suite d'une séparation, où en fait, je m'étais beaucoup trop oubliée. Et une maladie est survenue, et en fait, quand on se retrouve dans une chambre d'hôpital tout seul, avec une moitié de corps qui est paralysée et qu'on ne sait pas si on va s'en sortir, et que le diagnostic aujourd'hui, actuellement, il était compliqué. On se repositionne et on fait le constat des choses dont on est fier. Et en fait, il y en avait pas. Donc, on se prend une première claque, et puis on se dit ok, cette force que j'ai pas eue ces dernières années, je vais me les donner, et puis je vais écrire toutes les choses que j'ai envie de faire. Et de là, j'ai écrit toutes les choses que je voulais faire, sans mettre aucune condition. Et du coup, j'ai été hospitalisée. Ça a duré plusieurs semaines. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger pour mes études. Et avec ce voyage-là, j'ai rencontré des personnes, j'ai continué à écrire. Et à mon retour, du coup, de ce voyage-là, Covid est arrivé, et ça a fait émerger et émaner ce recueil. Alors, quand je vous entends, et en tout cas quand j'ai lu aussi vos livres, il y a des mots qui me sont arrivés, en fait.
parce que vous touchez quand même quelque chose de très intime. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un manque de pudeur ? Est-ce que c'est de la survie ? Est-ce que c'est aussi alerter les autres d'un danger éventuel ? Est-ce que c'est crier sa souffrance ? Se faire entendre, transformer un mal pour un bien, se faire comprendre, se faire entendre, vouloir transmettre quelque chose de difficile qu'on ne peut pas dire, mais qui serait plus facile à écrire. Voilà, il y a des tas de choses, en fait, qui me sont arrivées. Donc j'aimerais bien, si vous voulez bien, peut-être pouvoir en parler ensemble, Dounia Miralles et Pauline Voll, finalement un petit peu de tous ces états que vous pouvez avoir à un moment donné où vous écrivez, où vous transmettez, où vous avez aussi des retours de lecteurs de ce qu'on a pu vous dire concernant vos écrits. Est-ce que ça a parlé à des gens ? Oui, je le sais, mais peut-être nous partager un peu, nous témoigner un petit peu aussi de tout ça, de ce ressenti. Alors Pauline, je rebondis aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de fierté, où tu t'étais interrogée à un moment donné en disant mais de quoi suis-je fière ? Et en fait il y avait rien. Ça aussi c'est Dounia, je sais pas si c'est quelque chose aussi qui te parle ou comment. Voilà, je trouve que ça serait intéressant un petit peu d'avoir vos ressentis. Eh bien, moi je retrouve un petit peu Pauline, je me retrouve dans Pauline. J'étais triste quand tu as dit que tu avais fait cette liste et que tu n'étais fière de rien, qu'en fait il n'y avait rien à mettre dans la liste. Et je dirais que en ce qui me concerne, je vis ça tous les jours, jusqu'à ce que tout à coup je me dise ah mais non mais tu écris, puis il y a des personnes. Je reçois des retours de personnes qui me disent mais ton livre m'a aidé, et pas uniquement celui-ci, aussi des livres qui sont beaucoup plus fictionnels, mais parce que je parle de sujets justement qui sont d'habitude un petit peu tabous, des sujets dont on ne parle pas forcément, qui peuvent être un peu malaisants. Précisément grâce à ça, des personnes me disent mais personne n'avait jamais parlé de moi, personne n'avait jamais parlé de ma famille, personne. Maintenant je comprends pourquoi mon frère se drogue. Maintenant je sais qu'il y a des femmes qui ont des aventures facilement, et je me suis retrouvée, et merci d'avoir écrit ce livre. Et on peut dire que écrire c'est vraiment ma bouée de sauvetage, parce que sinon quand je regarde sur ma liste, j'ai l'impression que je n'ai rien, que j'ai rien fait de bien, que que ma vie est un grand vide, en fait. Je vois Pauline qui sourit quand elle entend prononcer le mot bouée de sauvetage. En fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai mon recueil qui est en face de moi, et j'ai cette phrase qui m'a un peu impactée. Et du coup, je voudrais lire ces mots-là. Dans le recueil, il y a une page qui dit ces mots-là. Les mots m'ont sauvé, ils ont su exprimer, ils ont su toucher ce que le parler n'arrive pas à exprimer. Et en fait, je trouve que c'est très en lien avec ce que tu disais. Et moi, en fait, cette fierté, je l'ai transformée en abaissant l'exigence que j'avais envers moi-même. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'un rien, dans un petit bonheur simple au quotidien, c'était déjà une grande fierté. Oui. Ça c'est vrai, mais ça c'est d'un point de vue intellectuel. Mais d'un point de vue, quand on est borderline, c'est mon trouble. Il faut vraiment toujours réintellectualiser, parce que le sentiment c'est j'ai rien fait. Donc tous les jours, je suis obligée de dire j'ai vu un oiseau qui picore, c'est bien. Alors c'est intéressant parce que finalement on n'a pas forcément le même chemin, mais il y a quand même cette volonté on est quand même sensible aux mêmes choses, en se disant finalement même trouver des stratagèmes ou des façons de se parler à soi en fait. Et là on voit que vous avez deux manières d'arriver un peu à la même chose. Et c'est du coup ce qu'on disait en off, ce que je disais à Dounia, c'est que je suis persuadée qu'il n'y a aucune rencontre qui est faite au hasard. Et donc, ça le prouve encore ici dans nos échanges. Nos histoires sont complètement différentes. Mais à un moment donné, nos chemins, ils se sont croisés, et à nous de prendre ce qu'il y avait à prendre à ce moment-là.
Non, mais là, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il émane quelque chose de Pauline qui me donne l'impression qu'elle est rayonnante et que c'est une très très belle personne. Voilà, c'est dans ce... Mais de rien. Alors, il y a quelque chose, Dounia, que j'ai pu lire aussi sur ton site, je le dis... une parole de Jung, de Carl Gustav Jung, qui dit « La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle arrive, ne l'expulsez pas, invitez-la à table. » Donc ça, je trouve ça aussi très beau. C'est-à-dire que effectivement, quand on a peut-être des choses qui nous arrivent, des dépressions ou des blessures, des malheurs ou des choses, on aurait tendance à vouloir les expulser ou en tout cas ne pas les montrer. Là, finalement, parce que vous faites en écrivant ces livres que vous mettez finalement en lumière, cette vulnérabilité, vous rejoignez aussi finalement l'invitation de cette blessure pour peut-être mieux l'accueillir, mieux la vivre, la transformer. Effectivement, moi, cette blessure, je la transforme tous les jours. Il m'a fallu quand même un temps d'apprentissage, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il me fallait accepter de vivre avec elle. Anubia, c'est presque une personne dans mon livre, et que parfois elle est très embêtante, elle est très envahissante, mais que je dois aussi savoir, chez moi elle se présente beaucoup le matin, et que c'est le matin où je dois dire on va petit déjeuner, parce que sinon elle serait capable de me terrasser au lit. Là, je suis pas d'accord, on va manger quelque chose, Et puis ensuite, on va commencer à, si vraiment elle est très insistante, que je la sens me posséder comme ça, c'est on va aller faire une petite promenade, on va aller voir les petits oiseaux. Tu verras, tu seras contente. Ça va te détendre, Anubia. Ça va te détendre. On va faire quelques jolies photos de fleurs, parce que je photographie beaucoup les fleurs. Les fleurs, c'est la végétation, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et puis voilà, que j'arrive à en faire une amie, puis justement cette Anubia, Alors juste pour rappeler aux auditeurs, Anubia, c'est aussi l'expression de la dépression. De la dépression, du trouble de la personnalité borderline, et en même temps, ça me permet de ressentir tout. Probablement, je dis probablement parce que je suis dans ma peau, je ne suis pas dans la peau des autres, mais semble-t-il d'une manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Et ça, c'est quand même quelque chose c'est presque un don beau, quelque chose qui est beau. Alors, le fait de la nommer, de la personnifier, est-ce que c'est aussi pas une manière de la définir, de la limiter aussi? Oui. Et c'était la question que je me pose. Oui, surtout que pour moi, elle a une image, elle a un visage, elle a des vêtements. Moi, je me l'imagine comme une image du 19e siècle, début du 20e siècle, comme ces images justement de Mucha, des dames ou un peu pré-raphaélites, comme ça, des dames dans des voiles. Ça y est, je la vois. Voilà. Je la vois, ça y est, j'ai l'image. Et alors, est-ce que quand vous lui dites non, alors là on va aller se promener, est-ce que aussi on parle pas de place, de prise de place, c'est-à-dire de quelle manière quand vous dites Anubia, prenons le petit déjeuner, maintenant on prend le petit déjeuner, est-ce que c'est pas une manière de dire c'est moi qui décide, c'est Dounia et c'est pas Anubia? Tout à fait. Maintenant, je dois dire que quand j'ai eu des journées très intenses, parfois, elle prend vraiment toute la place. Et là, à part aller me coucher, ou par exemple, si j'ai une série de mauvaises nouvelles, là, je suis obligée je ne peux plus lutter. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est soit dormir, soit m'étendre et regarder des séries, quoi. Mais comme je dis ça c'est mes solutions, ou bien
Mais vraiment, quand je suis très très mal, c'est vraiment essayer de dormir et essayer de me distraire, remplacer par autre chose. En l'occurrence, chez moi, c'est des séries. Pour d'autres personnes, ça sera autre chose. Jouer du piano, je sais pas même. Pauline. Moi, je voulais revenir sur les questions que tu évoquais juste avant. Je pense en effet que ce qu'on vit est important d'être partagé. Moi, personnellement, si ce recueil il a vu le jour, c'est parce que cette personne, enfin ce recueil-là, il a été la personne qui m'a manqué dans mon évolution, dans ce cheminement-là. Et je me suis dit, si tu l'as pas eu, peut-être que d'autres l'auront. Donc en fait, c'est un chemin, il fera son chemin. D'accord. Donc en fait, tu veux dire qu'à un moment donné, tu t'es sentie seule. Tu aurais aimé en fait pouvoir t'appuyer sur quelqu'un, des paroles, une expérience, et tu n'as pas eu. Et là aujourd'hui, en fait, tu as construit finalement ce livre. Et aujourd'hui, c'est une manière aussi de pouvoir l'offrir aussi à ceux qui en ont besoin. C'est ça. Moi, il m'a aidé par, l'écrit a été ma thérapie, et la lecture pour d'autres sera un accompagnement, une aide. Voilà, il a été fait et maintenant que son chemin se fasse. Alors on va marquer une pause musicale, Les gens qui doutent, de Anne Sylvestre, mais on va écouter l'interprétation de Jeanne Charal, Albin de la Simone et de Vincent Delerme. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Laisse mourir le besoin d'être aimé, de plaire, de ne pas décevoir, le besoin de juger, de tout mettre dans une case parfaite. La vie est un perpétuel mouvement, avec des hauts, des bas, et il faut cultiver la vie. Être résilient, se régénérer, se réinventer constamment, apprendre à danser avec la vie, s'incliner et faire confiance en ce qu'elle nous envoie. Vous êtes dans l'épicerie culturelle du territoire, toujours. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet, l'écriture, écrire un livre, face aussi à des blessures, à un mal qui nous ronge, à une maladie. Je suis avec Dounia Miralles et avec Pauline Vol qui vient de nous lire un autre extrait de son ouvrage. Alors Pauline, comme tu nous disais aussi avant cette pause musicale, l'écriture aussi de ce livre était pour toi aussi une manière de donner à l'autre ce que toi tu n'avais pas pu trouver à un moment donné où tu aurais eu besoin en fait de t'appuyer. C'est ça. Le départ de ce recueil, c'est une séparation, mais il faut savoir que j'ai perdu mon papa très jeune d'un suicide. Et en fait, cette étape-là de ma vie m'a amenée aussi à aller creuser un peu plus en profondeur sur le pourquoi du comment. Et beaucoup de choses en sont ressorties. Et ça m'a permis de davantage me connaître et d'avoir cette confiance aujourd'hui en moi. Et pouvoir, au travers de ces écrits, transmettre que même si ce qu'on vit, en fait, ça nous définit pas et qu'on finit toujours par s'en sortir. Parce que vous disiez aussi, vous témoignez du fait que il y avait pas énormément de dialogue ou c'était peut-être le sujet était un peu tabou. Donc votre papa souffrait de dépression. Ouais. Un coup je dis vous, un coup je dis tu. Tu peux me tutoyer. Merci. Oui, mon papa était dépressif, avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et du coup, le dernier, la dernière n'a pas été concluante et il a mis fin à ses jours. Je sais pas quoi dire à ce moment-là. C'est vrai que c'est justement peut-être que dire. C'est-à-dire que dire, que penser quand on a quelque chose comme ça dans sa vie. Comment trouver les mots? Est-ce que les mots sont utiles à tout moment? Les mots sont utiles. Moi, ça m'a fait grandir en fait d'avoir cette étape-là dans ma vie. J'ai compris
pourquoi il avait fait ça. J'ai accueilli aussi cette colère de pas avoir de l'impuissance par rapport à une certaine impuissance. Une impuissance et puis c'est comme si au final il avait préféré rester avec cette maladie-là parce qu'elle lui apportait quelque chose de bénéfique. Et avoir fait le choix de cette maladie plutôt que sa famille, ouais, ça a été quelque chose de... Je l'explique très bien d'ailleurs dans un passage, mais aujourd'hui je suis en paix avec ça et je sais que l'acte qu'il a fait, il est en paix aussi avec ça. Et c'est l'histoire de chacun. On est là pour quelque chose et j'ai compris ce qu'il cherchait à nous transmettre et la résilience qu'il y avait derrière. Je pense que c'est la plus belle chose. Dounia, est-ce que vous voulez réagir? Quel peut-être... j'ai envie de vous poser la question, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment, mais je vous la pose quand même. Quel rapport vous avez avec la mort? Avec une maladie qui quelque part, vous fait connaître aussi des moments de désespérance ou des moments de fatigue? Alors, la mort, jusqu'à présent, pour moi-même, j'ai réussi à la tenir bien éloignée, mais c'est vrai que tous les jours, je me pose des questions sur le sens de la vie et tout dépend, les réponses qu'on y amène et les réponses que je peux y amener dépendent aussi beaucoup de mon état d'âme du moment. Et justement, le trouble de la personnalité borderline, la caractéristique, c'est que suivant les heures de la journée, suivant ce qu'on a vécu dans la journée, on peut être soit complètement au fond du trou, bien soit complètement en haut, euphorique, content. Et vraiment, ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup parce que il y a aussi eu auprès de moi des personnes qui d'une certaine manière ont mis fin à leur jour. Je dis d'une certaine manière, en fait, ils ont mis fin à leur jour, mais c'était plutôt par des drogues, par des choses comme ça. Donc ça, c'était un petit peu particulier, quoi. Et je peux comprendre la colère et le sentiment d'abandon et le sentiment d'impuissance de n'avoir rien pu faire. Et j'éprouve, alors je sais pas, mais j'éprouve une certaine tristesse envers Pauline. Et je me dis, mais je ne sais pas à quel âge c'est arrivé, mais je me suis dit, mais c'est quand on est enfant, ça doit être un terrible abandon parce qu'on doit avoir l'impression que notre amour n'a pas su retenir cette personne et voilà, je trouve qu'en même temps, moi j'étais beaucoup là-dedans des deux côtés et je me dis qu'en même temps on peut recevoir ça comme un geste extrêmement égoïste, en tout cas dans un premier temps. Bien sûr. Je ne sais pas. Bien sûr. Moi j'avais 6 ans quand ça s'est passé. Donc il y a toute ma construction d'enfant que j'ai dû apprendre à retravailler, mais il y a aussi cette part d'acceptation et mon insouciance est partie à ce moment-là. Donc mais on vous l'a expliqué, votre maman, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Ma maman nous a toujours expliqué la manière dont mon papa était parti. Et on essayait de l'évoquer, mais on sentait que ça faisait mal et que voilà, il fallait avancer contre son gré et notre souffrance, il fallait la mettre de côté. Et moi, alors ça doit pas être facile déjà en tant qu'adulte, c'est-à-dire ta maman donc avait perdu son mari, donc il y a déjà cette souffrance et puis aussi déjà arriver à trouver les mots pour les enfants. Enfin c'est aussi je pense que ça doit être très difficile déjà pour soi, pour ses enfants, pour les proches. Bien sûr. Ma maman, je suis l'aînée d'une fratrie. J'ai 2 petites sœurs jumelles qui à l'époque avaient 4 ans. Donc devoir gérer 3 enfants en bas âge, c'est très compliqué. Et donc j'ai choisi de prendre une place d'adulte à ce moment-là, qui m'a construite. Et c'est important du coup de faire ce travail-là. Oui, j'ai dû être adulte très rapidement, mais du coup mon enfance, il faut aussi qu'elle se fasse. Alors comment tu l'as est-ce que tu l'as fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu la réalises? Comment tu réalises en fait ce chemin d'enfant de 6 ans, d'enfant?
ce chemin d'enfant de 6 ans, il a fallu lui apprendre à pas aller trop vite dans la vie. Parce que j'ai une maturité qui est assez impressionnante quand j'échange avec certaines personnes et que je leur annonce l'âge que j'ai. Et c'est apprendre à se poser. Et le choix de métier que je fais m'aide beaucoup dans ce travail-là. Parce que du coup, je suis une formation en tant que psychopraticienne en hypnose. Et donc, du coup, je travaille forcément certains blocages et traumatismes qui, à un moment donné, n'ont pas été traités. Donia, tu veux réagir aussi par rapport à finalement cette enfance? Comment, puisque toi la maladie, enfin la dépression, en fait, t'as touché à quel âge? Ou le trouble de la personnalité, si je peux dire? Alors, la dépression, je pense qu'elle a qu'elle a surgi une première fois, j'imagine, d'après certaines circonstances, quand j'avais 2 ans et demi. Et ensuite, elle s'en est allée. Et par la suite, je suis tombée dans un contexte scolaire qui était vraiment très dur. Et là, elle a surgi à peu près quand j'avais 8-9 ans. Et elle n'est plus repartie, en fait. Donc, il faut vivre avec. Il faut apprendre à la dompter, à dompter à nos biens. Oui, exactement. Peut-être que tu peux nous faire une lecture d'un extrait aussi un autre extrait de ton livre. 5 ans qu'on s'aime, qu'Orlando m'aime, qu'il se bat pour me garder. Personne ne s'est jamais battu pour garder mon amour. Personne avant lui. Il m'offre 2 orchidées. Je baptise l'une d'elles Adelina. L'autre, je ne sais pas encore quel nom lui donner. On ne m'avait jamais cueilli de fleurs. Je n'imaginais plus que ça m'arriverait. Ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de mes rêves et fantasmes. Orlando m'a tendu les joncs cuits. Tiens, j'ai ramassé des fleurs pour toi. Elles sont sauvages, elles te ressemblent. La sauvage s'est mise à pleurer. Douce violence de la première fois. J'aime les jonquilles. J'aime tant les jonquilles. Depuis ce jour-là, il m'offre des fleurs chaque semaine. J'en suis toujours aussi émue, même si je ne pleure plus. C'est beau, c'est beau. On voit aussi l'importance et j'allais dire l'importance, oui, le mot est juste, de la présence des gens qui nous aiment autour de nous. Alors c'est important. Mais le problème quand on a ce type de trouble, c'est qu'on a plutôt tendance à fréquenter des personnes autodestructrices ou qui vont nous détruire ou à tomber sur des personnes perverses narcissiques. Donc avant de rencontrer cet amour, il m'a fallu vraiment je dirais manger mon pain noir, vraiment. Du chemin, des cailloux, quoi. Et ça n'a pas toujours été simple. Alors, on va marquer la dernière pause musicale avec Louis Chédid, Tout ce qu'on veut dans la vie. Radio Grand Lac, sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre, écrire des mots qui se veulent poésie, car finalement la vie ne nous demande-t-elle pas de fleurir tout simplement, et peu importe la fleur qu'on soit, toutes les fleurs de la nature sont belles. Il n'y en a pas une plus belle que d'autres. Alors bien sûr, la terre dans laquelle on pousse ne ressemble pas toujours, n'est pas toujours une terre fertile. On a besoin de retrousser les manches, d'apporter notre contribution, de l'enrichir, de la transformer, la nourrir, la semer. Et puis il faut l'arroser et l'aimer. Mais quel travail, en fait, un travail de tous les jours. Et après, peut-être qu'après, on peut se poser, admirer, contempler avec fierté
notre jardin, ce magnifique jardin qui finalement nous demandera jusqu'à la fin aussi de nos jours de nous en occuper. Et bientôt après viendront d'autres personnes qui viendront l'arroser et peut-être replanter d'autres fleurs. Voilà la vie aussi comme on l'a décrit aussi aujourd'hui dans cette émission, avec aussi nos blessures qu'on peut transformer, nos témoignages, peut-être d'expériences difficiles, mais qui vont aider d'autres personnes finalement aussi à transformer leur vie. Et car la vie, Jean d'Ormesson disait, il faut pas oublier, dans la vie c'est comme une rose. Soit on vit, il y a des moments où on va vivre les pétales, les fleurs, mais il faut pas oublier à ce moment-là que les épines existent. Et quand on vit les épines, quand ça pique, n'oublions pas non plus qu'il y a les roses qui sentent bon. Voilà. Et c'est un petit peu l'émission, tout ce qu'on a vu aussi aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Pauline Voll et Dounia Miralles, de votre témoignage et de toute cette confiance et cette générosité avec laquelle en fait vous offrez finalement votre histoire, vos souffrances. Et de quelle manière aussi cette souffrance ne fait pas qu'on se sent plus proche du cœur de ce qu'on est et aussi du cœur des autres. Alors oui, c'est peut-être une vie difficile, mais visiblement vous arrivez quand même tous les jours à sourire et à offrir. Donc bravo et merci encore. Je voulais revenir avec vous sur ce témoignage de résilience et vous entendre encore davantage par rapport aussi, peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui rencontrent aujourd'hui cette difficulté de gestion de souffrance, soit par la maladie, la dépression, soit par le deuil, soit par l'incompréhension d'un suicide d'un proche, ou tout simplement un mal-être peut-être non identifié. Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être pour conclure cette émission, Dounia Miralles ? Alors, c'est très difficile de dire à une personne dépressive parce que souvent la dépression, c'est ça qu'il y a on peut pas écouter certaines choses, on peut pas forcément entendre la personne qui nous dit mais regarde le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Elle va peut-être répondre oui mais j'ai vu ce matin un petit garçon qui se faisait battre par son père et ça sera sans doute vrai, mais je crois que le conseil que je peux donner c'est essayer quand même tous les jours de trouver quelque chose de beau. Quelque chose qui nous fasse plaisir ou essayer de se souvenir des choses qui nous faisaient plaisir quand on était enfant et qui nous satisfaisaient en étant seuls, pas toujours en comptant sur les autres. Il y a cette notion de faire mémoire, de se rappeler, oui, c'est ça, des instants bons, heureux. Et d'essayer de les reproduire, mais vraiment dans les choses toutes simples. Ça peut être le biscuit qu'on trempe dans du lait. Miam. Voilà. J'adorais ça. Je suis d'accord avec ce que dit Dounia et j'aurais envie de rajouter que la vie est expérience et les personnes qu'on rencontre sur nos chemins, les discussions qu'on peut avoir sont aussi là pour nous mettre en lumière certaines choses à percevoir, à comprendre et à travailler. Et quand on est assez éveillé pour le comprendre, on évolue, on grandit et ça nous permet de grandement avancer sur nous d'abord, sur l'autre et sur le chemin qu'on a décidé de mener. Alors pour conclure, pour refermer cette émission, j'ai une dernière question que j'aimerais vous poser à toutes les deux. Quand vous relisez votre livre, est-ce que déjà ça vous est déjà arrivé de le relire ? Est-ce que vous apprenez des choses que vous n'avez pas eu conscience en fait en les écrivant ? Est-ce qu'il vous apprend des choses de vous ? Voilà, c'est ça la question. Je prends la parole. Pour moi, en fait, je pense que j'ai tellement attendu avant de sortir cet ouvrage-là que du coup, j'ai pas forcément besoin de le relire. Et cette étape-là, elle s'est faite avant
de l'auto-éditer. Par contre, quand j'ai des personnes du coup qui repartagent certaines de mes citations ou qui me partagent leur expérience à la suite de la lecture du recueil, c'est à ce moment-là où j'ai beaucoup d'émotions et je me dis, en le faisant pour toi, finalement, t'en as aidé d'autres. T'en as accompagné d'autres dans leur évolution. Et ça, je pense que c'est la plus belle... Alors, je pense aussi, tout à l'heure, tu parlais de ce souvenir. Alors, peut-être que là, c'est trop tôt oui. pour toi de le relire, mais je me dis, tiens, je serais curieuse de savoir si dans 10 ans, par exemple, quand tu vas le relire, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? De quelle manière il va t'éclairer? Parce que j'ai vraiment foi que finalement, les mots aussi sont très vivants et vont nous parler à un moment donné de notre vie de manière différente selon ce qu'on vit et là où on en est. Je pense que ce sera le sujet d'une émission dans 10 ans. Très bien. Rendez-vous dans 10 ans. C'est aussi la musique de Bruel, super. Dounia. Alors, curieusement, moi, je ne relis jamais mes livres, hein, sauf si on me demande de faire une lecture. Alors là, je suis obligée de choisir quelques passages et je relis mes livres. Mais Le baiser d'Anubia, je n'arrête pas de le relire par passage. Et souvent, je me dis, mais oui, j'étais dans cet état-là et là j'ai évolué et je sais que je peux retomber, mais il faudra que je me souvienne et je remarque aussi des choses qui manquent par rapport parce que j'écris ce que je ressentais pendant que j'écrivais, mais il y a d'autres choses qui me viennent parfois à d'autres moments puis je me dis mais en fait ça par rapport au trouble pour une explication du trouble ça manque. Mais j'aime bien relire certains passages. En tout cas, un grand merci à toutes les deux de votre présence ici dans les studios de Radio Grand Lac. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous, de discuter sur ce sujet. J'espère aussi, chers auditeurs, que vous avez aimé, apprécié, appris. Maintenant, si vous voulez lire les livres de Pauline Voll et de Dounia Miralles, donc Pauline Voll, Par la force des choses, Pensée et réflexion. On peut le trouver. Il est disponible du coup sur toutes les plateformes Fnac, Cultura, Amazon, De Citre, également sur la plateforme à compte d'auteur BOD France. Et depuis peu, il est référencé dans deux librairies à Aix-les-Bains. Du coup, la Maison de la Presse et l'autre, on est encore en pourparlers. Très bien. Bon, et concernant Le baiser d'Anubia de Dounia Miralles, donc aux éditions Torticolis Frères, je me suis fait un torticolis. C'est fait pour. C'est fait pour, mais c'est bien réussi. Donc, on peut le trouver dans toutes les librairies suisses sur commande et aussi sur tous les sites de libraires français et autres sur Internet. Voilà. Très bien. Alors, un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dans 15 jours pour une nouvelle émission, nouvelle thématique, nouveaux invités. Pour ceux qui souhaitent réécouter le podcast de l'émission, il sera disponible sous 2-3 jours, je pense. N'est-ce pas, Jean-Pierre? 2-3 jours, c'est ça, sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Merci à vous et passez une très très belle semaine. À bientôt.